Imaginez un peu la scène. On est en 2015, dans une galerie d'art contemporain en Suisse, et l'équipe reçoit un colis postal. Un colis en apparence tout à fait banal, ouais. Voilà, super banal. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un petit sachet en plastique. Et dedans, 10 pilules jaunes. En gros, 90 mg d'ecstasy pure. Ah oui, c'est pas vraiment la livraison habituelle pour une galerie d'art, c'est clair. Pas du tout. Mais le plus dingue, c'est pas la drogue en soi. C'est l'acheteur. C'était pas un humain, c'était un robot. Un petit programme informatique autonome qu'ils avaient appelé le Random Darknet Shopper. Ah oui, le fameux robot avec son budget en bitcoin. Exactement. Il recevait un budget hebdomadaire et il était programmé pour, genre, faire du shopping au hasard dans les recoins du dark web, pour les besoins de l'exposition. Et le nom du marché noir où ce robot a fait ses courses, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Un marché clandestin qui porte un nom très ancien, le nom de l'endroit exact où Socrate enseignait en Grèce antique. L'agora. L'agora, oui, un seul mot. Et c'est notre mission pour cette exploration aujourd'hui, comprendre comment ce mot a pu muter à ce point-là. Parce que c'est un grand écart qui donne le vertige, en fait. On part d'une place publique en marbre à Athènes pour arriver à un concept qui, au XXIe siècle, désigne des lignes de code, des crypto-monnaies ultra volatiles, des films hollywoodiens sanglants et même des applications du gouvernement. C'est fou de voir ce même mot partout. Alors, commençons par le début. Quand on pense à l'agora d'Athènes, l'image d'Épinal, c'est souvent un grand marché un peu poussiéreux, quoi. Ouais, on s'imagine les marchands d'amphores qui crient, la foule, le chaos. C'est ça, avec 2 ou 3 philosophes en toge qui discutent dans un coin. Mais en lisant nos sources archéologiques pour aujourd'hui, on se rend compte que l'organisation de cet espace, c'était d'une rigueur bureaucratique absolue. C'était pas juste un marché aux puces géant. Ah non, loin de là. En fait, l'agora archaïque, la toute première, était plus informelle. Mais au VIe siècle avant notre ère, sous l'archanta de Solon, il y a une décision radicale qui est prise. Ils ont tout cassé pour recommencer. En gros, oui, ils ont déplacé et restructuré l'agora au pied d'une colline, le Kolonos Agoraios. Et c'était de la vraie ingénierie politique, tu vois. L'idée, c'était de centraliser tous les leviers de la société au même endroit. Pour que tout se passe sous les yeux du public. Exactement. Donc le pouvoir politique s'installe là, avec le Bouleuthérion. C'est le bâtiment des conseillers, c'est bien ça. Ouais, ce qui préparait les lois. Et puis surtout, le système judiciaire y prend place avec l'Héliée, qui était le grand tribunal populaire d'Athènes. Et ce tribunal, ce qui est fascinant, c'est qu'il utilisait des technologies, pour l'époque, qui étaient super avancées. Nos sources parlent de 2 outils en particulier. D'abord, les ostracas. Et les fameux tessons de poterie. Voilà, des bouts de vases cassés sur lesquels les citoyens gravaient le nom d'un dirigeant qu'ils trouvaient dangereux pour la démocratie. Et s'il y avait assez de votes, hop, la personne était bannie pendant 10 ans, le fameux ostracisme. C'est de là que vient le mot, tout à fait. Mais le deuxième outil, c'est mon préféré, le clérothérion. C'est incroyable cette machine. Ah, le clérothérion, c'est vraiment l'incarnation physique de la paranoïa des Grecs face à la corruption, en fait. C'est-à-dire, C'était un grand bloc de pierre, et dessus, il y avait plein de fentes horizontales. Les citoyens y glissaient des petites plaques avec leur nom, d'accord, et sur le côté du bloc, il avait un tube vertical. On prenait un mélange de dés noirs et de dés blancs, et on les versait dans le tube. un peu comme un bingo géant. Et selon la couleur du dé qui sortait en bas du tube, une rangée entière de citoyens était soit sélectionnée, soit rejetée pour faire partie du jury. Tout ça pour être sûr qu'on ne puisse pas tricher. C'est ça, c'était un tirage au sort totalement aveugle. Impossible de soudoyer un juge, puisqu'on ne savait pas qui serait dans le jury jusqu'à la dernière seconde. C'est génial quand on y pense. Les citoyens venaient au même endroit, le même jour, pour voter une loi, participer à ce tirage au sort inviolable, aller prier au temple d'Apollon Patros et acheter du pain. En fait, l'agora antique, c'était le couteau suisse de la ville. L'analogie du couteau suisse est super pertinente. L'archéologue Roland Martin insiste beaucoup là-dessus dans ses recherches. Il dit que l'agora n'était pas figée. Elle s'adaptait organiquement. Grâce à l'architecture notamment. Absolument. Et la clé de cette flexibilité, c'est la stoa, le portique. La plus monumentale étant la fameuse stoa d'Attale. Il faut imaginer ça comment, mais visuellement. Imagine de très longs bâtiments couverts, soutenus par des rangées de colonnes, qui encadrent la place, mais sans jamais la fermer totalement. Genre des galeries marchandes modernes, mais complètement ouvertes sur l'extérieur.
C'est un peu ça. Ces portiques, ils offraient un abri contre le soleil tapant d'Athènes ou la pluie. Du coup, les marchands s'y installaient, les fonctionnaires y avaient des bureaux, et les citoyens pouvaient juste s'y promener et discuter. Ça structure l'espace, mais ça le bloque pas. Voilà, ça délimite l'espace civique, mais ça maintient une fluidité totale. C'est vraiment la matérialisation architecturale de l'isonomie, l'égalité entre les citoyens. L'espace devait rester poreux pour que les idées circulent librement. Mais justement, cette ouverture totale, cette porosité, elle avait un prix, non? Quand on laisse toutes les idées s'entrechoquer sur la place publique, parfois, ça dérape. Et ça peut même devenir mortel. C'est ce choc entre la préservation de ce savoir antique très ouvert et l'arrivée de dogmes beaucoup plus stricts qui a fini par détruire l'agora idéale. Ce qui nous amène à examiner une source très différente de notre dossier, le cinéma. Hollywood a essayé de mettre en image cet effondrement avec le film de Alejandro Manabar, sorti en 2009. Il s'appelle tout simplement Agora. Oui, un film qui déplace l'action quelques siècles plus tard, à Alexandrie, vers la fin du IVe siècle, et ça se concentre sur un personnage historique réel, Hypatie. Qui est joué par Rachel Weisz. Tout à fait. Hypatie était une philosophe, une mathématicienne et une astronome brillante. Et le film dramatise à l'extrême le conflit entre cet héritage scientifique de l'Antiquité, représenté par la grande bibliothèque du Sérapéum, et la montée du fondamentalisme religieux. En l'occurrence, les premiers chrétiens dans le film. C'est ça. Et ça se termine de façon tragique avec la destruction des manuscrits anciens et l'assassinat d'Hypatie par une foule de moines fanatiques. Quand on lit le résumé ou qu'on regarde le film, on a l'impression d'un truc hyper binaire, quoi. C'est la raison lumineuse qui se fait poignarder par l'obscurantisme religieux. Le réalisateur nous peint vraiment une fin du monde antique très manichéen. Mais c'est précisément ce côté manichéen qui a déclenché une énorme controverse à la sortie. Des théologiens et des historiens ont réagi de manière très épidermique. Parce qu'ils accusaient le film d'être anti-chrétien. Oui, le réalisateur s'est d'ailleurs déclaré ouvertement athée. Et selon des critiques comme la docteure en théologie Irène A. Artemi, il a utilisé l'histoire comme prétexte pour faire passer un message moderne contre le fanatisme, quitte à créer une caricature grossière. Elle pointe des erreurs historiques dans le film, c'est ça? Des anachronismes massifs, oui. Par exemple, le film montre une Hypatie très jeune qui découvre, bien avant tout le monde, le modèle héliocentrique. L'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, sur une orbite elliptique. Sauf que la réalité historique est tout autre. Au moment de sa mort, Hypatie avait sans doute la soixantaine. Ah oui, pas vraiment la jeune héroïne hollywoodienne. Et surtout, on n'a aucune source d'époque qui indique qu'elle travaillait sur l'héliocentrisme. C'est un concept qui sera formalisé des siècles plus tard par des gens comme Kepler. Le film, lui, invente des découvertes pour en faire une martyre parfaite. Même visuellement, il y a des choses qui clochent, non? J'ai lu un truc sur les armures des soldats. Oui, un détail amusant mais révélateur. Pour insister sur le déclin de l'Empire romain, on voit les soldats avec des armures à plaques, la fameuse lorica segmentata, typique du 1er siècle, alors qu'au 5e siècle, ils portaient des cottes de mailles bien plus basiques. Le réalisateur a vraiment forcé le trait partout. Du coup, on pourrait se dire, ce film n'a aucune valeur pour comprendre l'histoire. Et pourtant, d'autres sources de notre dossier le défendent, notamment l'historien Joshua J. Mark. Ah, lui, il défend le film malgré les erreurs. Il concède totalement les libertés scénaristiques, mais il défend la validité du mouvement historique de fond. Il dit que cette méfiance anti-intellectuelle, ce rejet de la culture païenne par les premiers chrétiens montrés dans le film, c'est pas une invention d'Hollywood. Il a des preuves de ça, hein? Il cite des textes, oui. Par exemple, Tertullien, un auteur chrétien du IIIe siècle, qui a écrit cette phrase très célèbre « Qu'est-ce qu'Athènes a à voir avec Jérusalem ?» C'est puissant comme phrase. C'est une façon de dire, en gros, à quoi ça sert de s'embêter avec la philosophie compliquée d'Athènes, alors que la vérité absolue se trouve déjà dans la foi de Jérusalem. Waouh! C'est un changement de logiciel total. L'esprit de l'agora, c'était le débat, le doute, la discussion sur la place publique. Et là, on passe à un monde où le savoir ancien est vu comme inutile, voire toxique. Et les temples détruits dans le film symbolisent physiquement cette fin de l'architecture ouverte de la pensée. Le marbre est tombé, les bibliothèques ont brûlé, mais ce qui est fascinant, c'est que ce besoin humain viscéral de se réunir, lui, il est resté intact. Il nous fallait juste une nouvelle plateforme, un nouveau support.
Et on arrive à la renaissance numérique de l'Agora. Exactement. C'est fou de voir que ce mot agora est réutilisé aujourd'hui de manière super intentionnelle pour nommer nos nouveaux espaces. Si on regarde l'aspect civique, par exemple, le gouvernement français a littéralement sorti une application officielle pour smartphone qui s'appelle Agora. Oui, avec pour but explicite de recréer le lien direct de l'Assemblée antique. Les citoyens peuvent poser des questions au ministre, donner leur avis sur les réformes. C'est une tentative technologique de court-circuiter la distance entre l'État et la population. Bon, ça c'est la vitrine politique. Mais si on soulève le capot d'Internet, du côté des infrastructures techniques, le nom a aussi été accaparé. Une de nos sources est une analyse technique sur une énorme entreprise de la tech qui s'appelle, je te le donne en mille, Agora. Encore une fois, Et c'est un géant de l'ombre. Ils vendent ce qu'on appelle des API et des SDK. en gros, des blocs de code préfabriqués pour les développeurs. C'est ça, pour intégrer de la vidéo et de l'audio en direct dans des applications existantes. Et c'est pas une petite boîte, hein. En 2022, la tech d'Agora gérait 60 milliards de minutes de communication par mois. 60 milliards. C'est astronomique. Pour de la télésanté, de l'école à la maison, du métaverse, c'est massif. Et techniquement, comment ils arrivent à gérer un volume pareil sans que tout plante? Le portatif technique explique que contrairement aux solutions classiques, genre Zoom ou autres, qui passent par les routes publiques d'Internet, où tu peux te prendre des embouteillages de réseau, Agora a créé son propre système, le SDRTN. C'est un réseau défini par logiciel. Ça veut dire que leurs algorithmes cherchent la route la plus rapide en temps réel partout dans le monde? Exactement. Si Internet est une autoroute normale, avec des bouchons, eux, ils ont construit des voies rapides privées juste au-dessus. J'aime bien voir ces lignes de code comme les nouvelles Stoa, qui c'est les portiques grecs. C'est la fondation, l'architecture invisible qui permet aux gens de se rassembler par milliers en direct. Voilà. La tech fournit le marbre virtuel. Mais attention, même ces nouveaux bâtiments numériques ont des défauts de construction. L'ingénierie moderne se heurte au même mur que l'urbanisme antique. Complètement. Le comparatif de notre dossier oppose Agora à un concurrent qui s'appelle 100ms. Et on voit que bâtir ça, c'est un enfer technique. L'intégration d'Agora demande aux développeurs de gérer les bugs à un niveau très bas. Genre, si la connexion saute un dixième de seconde, le codeur doit avoir prévu le truc, sinon toute l'application s'effondre. Un travail de titan. Et en plus, l'espace n'est pas illimité. Non. Il y a un plafond technique. Par exemple, c'est bloqué à 17 hôtes maximum par appel sur certaines configurations. Et si tu veux diffuser en haute définition, la facture explose. Le prix devient délirant. Ce qui nous remène à la réalité physique d'Internet. Rassembler des gens sans limite, ça coûte cher. Que ce soit pour tailler la pierre de l'acropole ou pour refroidir des serveurs dans des data centers. Internet a l'air infini, mais en fait, on est limité par le code et par les câbles sous-marins. Bon, on a vu l'appli du gouvernement pour la politique, la vidéo pour le social, mais il manque un truc fondamental de l'agora antique. Le marché? Le marché économique pur et dur, oui. Et pour trouver l'équivalent moderne d'un marché vraiment libre, sans l'État, sans règles, il faut aller dans les sous-sols d'Internet. Le dark web? Ce qui nous ramène à l'histoire de notre fameux robot suisse qui achète de la drogue. Exactement. Le marché noir sur lequel ce robot opérait en 2015 s'appelait bien sûr Agora. Hébergé sur le réseau Tor. Ouais. L'idée de Tor, c'est de faire rebondir ta connexion dans le monde entier, de manière cryptée, pour que personne ne sache qui tu es ou ce que tu vends. Et sur cette Agora-là, c'était le Far West. Des armes, de la drogue, des données bancaires volées. Tout ce qui est interdit dans l'espace public traditionnel. Mais ce qui est très intéressant dans nos documents, c'est la façon dont ce marché a disparu. On s'attendrait à une descente de police internationale avec le FBI, non ? Bah non, c'est ça qui est fascinant. Fin 2015, les administrateurs du marché ont fermé le site eux-mêmes. Ils ont publié un message disant qu'ils avaient repéré des failles théoriques dans le réseau Tor, des failles qui risquaient de révéler l'emplacement physique de leur serveur. Ils ont eu peur du code ? Exactement. Par précaution, pour protéger l'anonymat des vendeurs et des acheteurs, ils ont tout débranché. Le marché physique s'écroule avec des bulldozers, le marché numérique s'éteint à cause d'une mise à jour logicielle. Mais l'esprit de ce marché, décentralisé, sans banque et sans État, il n'a pas disparu. Il a juste muté vers les crypto-monnaies. La fameuse finance décentralisée. Et là encore, on retrouve le même nom. Et c'est une source très récente de notre dossier, datée du 13 mai 2026. Elle parle d'une plateforme crypto qui s'appelle Agora. Évidemment.
Un communiqué assez technique, oui. Ils annoncent la fin de l'émission de leur stablecoin, le jeton AUSD, sur un réseau spécifique appelé Injective. Attends, il faut peut-être qu'on vulgarise ça. Un stablecoin, en gros, c'est une crypto-refuge. Sa valeur est censée être attachée au dollar pour éviter que ça fasse les montagnes russes, c'est ça? Exactement, c'est comme un jeton de casino numérique dont la valeur est fixe. Et donc cette boîte, Agora, elle crée ces jetons, mais pour les utiliser, il faut qu'ils circulent sur différentes blockchains. Qu'on peut imaginer comme différentes tables de jeu dans ce grand casino mondial. Injective, c'est une de ces tables. Et le communiqué dit simplement « On a évalué les coûts et la rentabilité de cette table précise et on se retire ». Les utilisateurs ont jusqu'au 28 septembre 2026 pour récupérer leur argent. C'est un mouvement purement stratégique. Totalement. C'est l'optimisation des flux de capitaux à l'état pur. Quand on y pense, le darknet et les cryptos, c'est vraiment l'aboutissement extrême, mais genre poussé à fond du libre marché. C'est l'agora de l'économie, mais sans aucune des règles civiques qui existaient à l'Athènes. Bah oui, parce qu'il faut rappeler qu'à Athènes, le marché, c'était pas la jungle, hein. L'autorité de la cité exerçait un contrôle très strict. Ah bon? Il y avait des inspecteurs? Oui, des agoranomes, des magistrats spécialisés. Il y avait même des esclaves publics dont le seul boulot, c'était de patrouiller pour vérifier les poids des marchands ou contrôler que les pièces de monnaie n'étaient pas fausses. Ils garantissaient la confiance. Exactement. La confiance passait par l'humain et la supervision communautaire. Alors que sur le darknet ou dans la défi, cette autorité, elle n'existe pas. On a remplacé la confiance envers le magistrat grec par la confiance absolue envers l'algorithme. Avec tous les risques de piratage énormes que ça implique. Ouais, et si tu te fais arnaquer, il n'y a pas de tribunal de l'ailier pour t'aider. Le code fait loi. Point final. C'est un individualisme technologique total. Écoute, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, ça donne le tournis, quoi. On a commencé à l'ombre de l'Acropole, sur une place en marbre, avec ses portiques, où on mélangeait les lois, les tribunaux et le commerce. Un espace ouvert et protégé. Ensuite, on a vu ce grand idéal intellectuel s'écraser contre le dogmatisme religieux Alexandrie, illustré par Hollywood. La fin du monde antique. Et aujourd'hui, le concept a complètement explosé pour se disséminer partout sur le net. On a une appli du gouvernement pour la politique, des algorithmes qui gèrent des milliards de minutes d'appels vidéo pour le lien social, des cryptos, et un supermarché souterrain géré par des ordinateurs. L'agora est partout. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que nos besoins de base n'ont pas bougé d'un millimètre. On a toujours besoin de voter, de se réunir, d'échanger des valeurs. C'est juste le support qui a changé, de la pierre taillée vers la fibre optique. C'est clair. Mais il y a quand même une réflexion finale très importante qui ressort de tous ces documents croisés. L'agora antique d'Athènes, même si elle était super imparfaite, hein, rappelons qu'ils excluaient les femmes et les esclaves de la citoyenneté, bien sûr, Évidemment, oui. ça restait fondamentalement un espace public. Le seul sur lequel on débattait appartenait à la collectivité, C'était pas la propriété privée de quelqu'un. précisément. Alors qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité de nos nouvelles agoras virtuelles, là où se passe notre vie sociale et politique, sont détenues, hébergées et monétisées par des entreprises technologiques géantes. Qui ont leurs propres conditions d'utilisation qu'on accepte sans lire. Voilà. Et les autres agoras sont enfouies dans les profondeurs du dark web, cachées de tous. Ce qui soulève une question qu'on peut laisser à nos auditeurs aujourd'hui. En privatisant l'architecture de nos lieux de rassemblement ou en les cachant dans l'ombre du code, n'a-t-on pas perdu l'essence même de cet espace inaliénable que les Grecs avaient inventé? C'est une excellente question, ouais. Une idée fascinante à méditer tranquillement la prochaine fois que vous vous connecterez à vos places publiques numériques préférées.